Nous allons parler aujourd'hui d'approches ésotériques qui présentent des éléments théoriques tendant à expliquer des choses subtiles ou à traiter des réalités concrètes communément admises mais sous un angle alternatif. Et certains hypersensibles peuvent être en contact avec ces éléments théoriques, c'est pourquoi nous en parlons aujourd'hui. Bien entendu, nous reviendrons spécifiquement sur ces disciplines sous différents aspects, à différentes reprises. Aujourd'hui, je vais présenter 3 aspects qui intéresseront particulièrement les hypersensibles. Et je vais commencer par faire un distinguo déjà dans 2 manières d'aborder les choses et qui sont appelées ésotériques dans les 2 cas. En effet, je pose 2 façons d'aborder l'ésotérisme d'une manière générale. Il y en a une qui consiste à observer par curiosité pour savoir de quoi on parle et on cherchera des informations à propos de tout ce qui touche à l'ésotérisme. Et les fruits de cette recherche, de ces curiosités, reposeront sur un savoir de type encyclopédique. L'autre façon reposera sur une étude spécifique de l'ésotérisme et qui en réalité, cette étude ne recouvrira qu'une petite partie, mais dans un cadre et une implication personnelle beaucoup plus intérieure, beaucoup plus impliquée en fait. Et ça concernera des personnes qui se définiront elles-mêmes en recherche, en quête, sur un chemin. Et l'objet de la recherche ne sera pas toujours très précis, mais l'implication sera vraiment importante pour qu'on puisse la nommer une quête. Parce que la personne y met vraiment des moyens, il passe du temps, il met sa passion, etc. Alors, la curiosité ne sera plus du tout de la même nature, même si ça repose aussi sur la curiosité, et le résultat ne relèvera pas par contre d'une connaissance de type encyclopédique, mais de l'ordre plutôt d'une forme de sagesse ou de regard sur la vie, par exemple. Alors je m'adresse plutôt aux personnes qui s'impliquent personnellement. Pour les autres, je renvoie sur de très bons vulgarisateurs sur des chaînes YouTube qui font très bien le job. L'accès à l'ésotérisme peut se faire par le biais par exemple, de sociétés dites initiatiques qui se veulent discrètes mais qui sont en fait assez connues. L'accès peut aussi se faire par le biais de lectures et d'études personnelles, mais peut encore par le truchement d'un réseau moins structuré mais très foisonnant qu'on appelle en général le courant New Age, mais qui ne s'avance pas toujours sous cette appellation parce que peu s'y reconnaissent dans cette appellation. Nous verrons pourquoi ultérieurement. Ces milieux dans lesquels le mot ésotérique sera pratiquement aussi fréquent que le mot spirituel, et parfois ils sont tous les deux confondus l'un avec l'autre et ils ont des définitions qui peuvent varier d'un milieu à l'autre. Mais enfin, le mot lui-même ésotérique sera plutôt souvent employé. Encore une fois, tout ça n'est pas strictement compartimenté. On peut être concerné par une approche de l'ésotérisme ou par une autre, ou par 2 ou par 3 de ces approches. Et on peut être concerné soit successivement, soit simultanément. Donc il n'y a pas de choix forcément réel, conscient et dûment structuré d'un canal de transmission par rapport à un autre. Les choses se passent souvent par connaissance personnelle ou par opportunité, selon les contextes en fait. Donc pour faire suite aux entretiens précédents, l'hypersensible qui emprunte ce cheminement ne sera pas nécessairement en passe de devenir voyant. Mais par contre, s'il est déjà médium ou s'il compte le devenir, il aura besoin de quelques notions liées à l'ésotérisme pour donner corps à ce qui est actif en lui et qu'il ne comprend pas, à savoir donc le commerce avec un monde autre, avec un monde alternatif. On peut être hypersensible et ne pas avoir conscience de tout ça, de toute cette relation, et d'aller vers l'ésotérisme tout simplement pour trouver des réponses à une quête qui aura peut-être été floue jusqu'à présent, depuis le début et qui peut le rester encore longtemps. Plus tard, je consacrerai dans Recto Verso une rubrique sur cette notion de quête, donc qui est encore un sujet particulier. Bien entendu, pas besoin d'être hypersensible pour avoir une quête, c'est évident, donc les choses sont disjointes. Alors, passons à quelques traits de l'ésotérisme courant. Je ne vais pas vous donner un enseignement ésotérique où vous délivrer une nouvelle technique New Age, si ça peut vous rassurer, ou au contraire vous dissuader. Mais je peux vous indiquer au moins quelques éléments du discours ésotérique. J'en retiens 3 pour aujourd'hui. 3 éléments du discours ésotérique. Le premier, c'est la généralisation de l'univers. 2, c'est une définition anthropologique, et le 3, c'est un sentiment d'élection. Je vais développer ces 3 notions, et puis j'ajouterai aussi à la fin quelques autres qui reposent plutôt sur des réserves ou des questions à se poser, et sans vouloir blesser quiconque, mais qui aideront peut-être notamment l'hypersensible à pouvoir mieux se positionner, du moins de manière plus saine.
Alors, passons à ce premier élément d'un ésotérisme qui pose un système, c'est la généralisation. Ce que j'appelais la généralisation, elle peut intervenir dès le début de la présentation d'une doctrine ésotérique, parfois très tard par contre, parce que ces méthodes d'abord seront différentes, ne seront pas sur un exposé très clair et évident. Et repose sur cette généralisation qui va dire tout est. Tout est quelque chose. Alors on meuble après le reste avec ce qui va caractériser l'école ou le mouvement en question. Et avec ce tout, on va parler de l'univers, du cosmos, des planètes, des atomes. On parle de tout, du grand tout. Et c'est difficile d'établir un dialogue à propos de cette conception. En fait, il s'agit d'un axiome. Et cet axiome, consistant à dire tout est, permet de développer un discours sur les vibrations si tout est vibratoire, énergétique si tout est énergie, les symboles, la tradition, la connaissance, les lois occultes, l'inconscient collectif, etc. Tout est symbole, issu de la tradition, tout est connaissance, tout est relié à une loi occulte, l'inconscient collectif, etc. Bien sûr, celui qui cherche aura surtout intérêt à écouter, à prendre des notes, et n'aura pas nécessairement les outils pour débattre intellectuellement de tout ça. Il est convenu que celui qui cherche est demandeur et est avant tout un élève, et il doit apprendre. Du moins, c'est le contrat au moins tacite. Parfois, des sortes de méta-écoles vont proposer des synthèses à propos de ces différentes représentations elles-mêmes globalisantes. Mais la fonction est la même. L'ésotérisme va englober, il va se situer en métaposition, au-dessus, en quelque sorte, au-dessus de la science, au-dessus de la religion, de la philosophie, dans un autre référentiel, lui-même inaccessible, et ne donnant pas prise à une critique possible. Et ce discours globalisant, qui va généraliser, permettra de décrire une certaine structure du monde, une définition de ce qu'est l'être humain, incluant aussi un rapport au sacré, évidemment, enfin le cas échéant. Et dans ce même élan, il sera affirmé, par exemple, que toutes les religions disent la même chose, que le mouvement dans lequel vous êtes n'est pas dogmatique, et qu'on arrive tous au même but, puisque tout est en tout. Et on développera ces choses. Ça fait partie d'un aménagement de la conséquence de tout est quelque chose. Revenons à la problématique plutôt de l'hypersensible. Si on lui dit que tout est, dire tout est, et peu importe ce que l'on met derrière, en fait, les énergies, les vibrations, lumière, l'amour, les plans éthériques, le prana, etc., dire tout permet déjà pour l'hypersensible de poser le sac de nœuds qu'il y a dans sa tête, de tout ce qu'il a perçu, dans un cadre compréhensible, en vue de démêler ce qui est confus en lui, à l'instant T où il prend contact avec cette doctrine. Donc son attention est toute tournée vers les bénéfices qu'il pourrait tirer de ce contact avec une, entre guillemets, connaissance, c'est-à-dire une lecture des choses, une grille de lecture. Et lui se trouve en contact avec des émotions en général, et des sentiments tout le temps. Le voici avec un langage explicatif qu'il peut d'autant plus comprendre que tout ça, finalement, toutes ces relations, toutes ces définitions restent sur un plan assez intuitif. On comprend de manière intuitive et on n'adopte pas de méthode scientifique pour aborder ces choses-là, par exemple. Donc voilà pour le premier élément d'un discours ésotérique qui est très souvent globalisant en disant « tout est », etc. Un deuxième aspect qui est important, c'est l'anthropologie. C'est-à-dire, dans le schéma de la représentation du cosmos, du grand tout, bien entendu, l'être humain aura une place précise. Enfin, c'est un peu prévisible, parce que c'est un peu le but du jeu. Mais sur ce quoi j'attire l'attention, c'est qu'il est proposé une définition également de l'être humain. C'est-à-dire de quoi il est composé, comment il est structuré, de quoi il est fait. Ce qui permet également d'inclure dans la doctrine des éléments de ce qu'il doit devenir. Et c'est donc ici souvent qu'on rencontrera la notion d'évolution spirituelle, qui est souvent calquée sur la théorie de l'évolution des espèces de Darwin, parfois inspirée de systèmes religieux déjà existants de façon souvent très simplifiée, ce qui permet au passage aussi de parler de médecine, de thérapie ou de notions de santé, de la manière dont il faut bouger, s'alimenter, respirer, se tenir, etc. Bref, ces notions anthropologiques, c'est-à-dire de la définition de l'homme, rejoignent la pensée globalisante dont je parlais à l'instant à propos de la conception de l'univers. Les choses sont relativement liées, mais il faut que la place de l'homme soit aussi bien explicitée pour faire comprendre à la personne qu'elle est elle-même concernée. On parlera aussi souvent d'une constitution occulte, c'est-à-dire cachée au plus grand nombre, une constitution réelle de l'être humain, et cette connaissance va donc séparer ceux qui savent cette constitution occulte des ignorants qui, eux, ne savent pas.
Et ça, c'est très intéressant pour l'hypersensible. Il va pouvoir se rendre compte à quoi correspond la faculté qu'il a, et non seulement à quoi elle correspond, mais en plus la situer au sein d'un grand schéma de sa constitution humaine, et donc de comprendre en quoi il est, lui, tout à fait normal. C'est une pensée qui est rarement évidente pour un hypersensible de se sentir normal, et là, enfin, il peut se sentir normal. Et avec ce système, il va aussi pouvoir juger où en sont ses contemporains, sur un même plan que lui. C'est-à-dire, il va valider l'idée selon laquelle lui est en contact avec des niveaux, des plans plus élevés que les autres. Et donc, c'est un véritable retournement de situation par rapport à l'époque où on lui disait « tu es trop ceci » ou « pas assez cela », etc. Et c'est alors que le troisième élément de l'ésotérisme dont je parle aujourd'hui fait son travail, c'est-à-dire le sentiment d'élection. Je vais le développer. Le sentiment d'élection, c'est le sentiment de faire partie d'une sorte d'élite ou d'avant-garde de l'humanité, et c'est lié à la posture induite par l'ésotérisme dans son discours globalisant. Tout humain est fait comme ça, voici son devenir dans le cosmos où tout est, et on remplit avec le mot qui va bien, et derrière on propose donc une doctrine qui va placer chaque humain dans une hiérarchie assez précise, ainsi que dans une dynamique ou une mécanique, une évolution. Et il en découle un sentiment de faire partie, en effet, de cette partie de l'humanité qui a trouvé le sens de la vie, les clés de compréhension de tout, assorti d'un sentiment d'assumer la prise en charge de son propre destin, je dirais destin cosmique. Et ça confère un réel sentiment de puissance. Ce discours, selon les milieux, sera décliné avec d'autres phrases qui sont un petit peu toutes faites, que l'on retrouve souvent, et qui vont tendre à renforcer ce sentiment d'élection. Ce discours, par exemple, ce sera dire « tu es quelqu'un de bien spécial, tu es un initié, ou tu es dépositaire de tel don, ou de telle compétence, de tel dépôt de connaissances, ou de telle particularité. » Bref, tout ce qui revient à dire tu es une personne bien spéciale du fait d'être initié à toutes ces choses que les autres gens ignorent. Et il est possible aussi, et c'est une caractéristique de beaucoup du groupe humain, en dehors de tout ésotérisme, que les personnes se trouvent des points communs assez inattendus. Mais dans le milieu ésotérique, on dira souvent « Ah, le hasard n'existe pas », éventuellement avec un clin d'œil entendu, laissant supposer que derrière ce groupe de personnes et bien au-delà des dons, des pouvoirs, etc., il y a des intelligences supérieures qui veillent. Or, figurez-vous, c'est exactement ce qui se passe. Peut-être pas tout à fait comme se l'imaginent les ésotéristes, qui, à ce moment-là de leur cheminement de recherche, veulent y voir un dessein divin. Mais nous y reviendrons, je ferme la parenthèse. Dans tout ça, l'hypersensible a l'impression d'avoir changé de monde par rapport au moment où personne ne le comprenait. Vous vous souvenez ? Se sentir toujours en dehors d'un groupe, jamais compris, etc. Et ces éléments de discours soulagent énormément ceux qui, comme nous l'avons vu, peuvent douter d'eux-mêmes, et notamment de ce qu'ils ressentent vraiment, et qui n'ont pas forcément accès à une connaissance qui est validée par le reste du monde. Du coup, on les place dans la situation de ne plus être regardés comme différents des autres, et s'ils le sont, c'est avec un sentiment de conquérant ou un sentiment de supériorité ou de satisfaction de soi-même. Ça change également la perspective. En accessoire, dans la boîte à outils du cheminement ésotérique, il y a des annotations de fin de page en quelque sorte, parfois de manière quasi subliminale, mais parfois aussi hurlées haut et fort. Et j'attire votre attention maintenant sur ce que j'appelle des annotations. L'argumentaire ésotérique peut comprendre des éléments à caractère scientifique et des éléments à caractère religieux, ou des arguments hétérogènes à ce qui était précédemment un discours qui semblait logique, et on ne comprend pas tout de suite la présence, mais il est dit souvent qu'on comprendra plus tard. Pour une personne qui recherche des réponses et a toujours été une éponge émotionnelle, les explications sont toujours les bienvenues, ça bien sûr, même si elles ne sont pas toujours très rationnelles, voire même hautement étranges. Et s'il faut différer l'acquisition d'un savoir ou se bricoler une cohérence intellectuelle, il n'y a pas de problème généralement pour l'hypersensible qui est assez créatif. En réalité, à ce niveau-là de pénétration de l'approche ésotérique, à la limite, plus c'est étrange et moins ça étonne, et même moins c'est évident, plus c'est évident. Vous comprenez ? En tout cas, l'ésotérisme, pour l'hypersensible, est rassurant. Il offre une grille de lecture, c'est exactement ce qu'il cherchait, en lieu et place où avant il n'y avait qu'à des renvois à un état de pas normal, et comme si depuis toujours, en fait, l'intuition disait la vérité,
Et il peut arriver que l'hypersensible lui accorde à cette intuition le rôle d'ange gardien. Et même, elle sera expliquée ainsi, c'est-à-dire ce n'était pas mon intuition, c'était mon ange gardien qui depuis toujours était là, etc. Donc là, il y a un lien avec la faculté de médiumnité dont je parlais la dernière fois. Pour l'hypersensible, en tout cas, la confiance dans l'ésotérisme sera d'autant plus forte qu'il trouvera enfin un cadre d'explication théorique et ensuite son imagination fera le reste. Et les deux choses vont se relier, la doctrine ésotérique d'un côté et l'imagination de l'autre. Sur cette base, il est possible que l'hypersensible suive parfois longtemps le filon ésotérico, initiatico, alternatif, intuitivo, etc. Vous comprenez, c'est une mécanique qui s'alimente toute seule en fait. En revanche, il peut y avoir des déceptions qui surviennent, et ces déceptions peuvent être assez rapides. Par exemple, il y a peu de personnes qui en fin de compte seront vraiment à même d'aider à avancer, ou à progresser, ou à résoudre finalement ce que l'hypersensible était venu chercher ici, c'est-à-dire comprendre qui il est, pourquoi il est, comment il est, etc., ou lui permettre de vivre harmonieusement ou enfin en paix avec son ego, comme on dit. Alors très bientôt, je développerai la place de l'ego dans cette démarche. Ce sera évidemment ouvert à tous, y compris les non-hypersensibles et y compris les hypersensibles. La question est autre. Ce qui, en fin de compte, peut être décevant pour l'hypersensible qui s'intéresse à l'ésotérisme, c'est que quelle que soit l'école qui délivre cette connaissance, entre guillemets, c'est finalement ceci, c'est que tout est en toi, tout est déjà en toi. Alors des fois, c'est dit dès le début, des fois bien plus tard, mais en fait, cette connaissance ésotérique que je décrivais tout à l'heure comme globalisante, n'a rien apporté de bien substantiel en fait. C'était des axiomes, c'était des certitudes. Et cette globalisation, en fait, elle éclate un peu toute seule, comme une bulle de savon qui éclate toute seule, quoi. Autrement dit, si finalement tout est en toi, est-ce que ça va le déplacement vers un système aussi totalisant et aussi perché? Alors, je me permets d'indiquer quelques points d'attention tout de même dans cette démarche. Par exemple, lorsque vous lisez, entendez « tout est » quelque chose, tentez de saisir de quoi on parle, depuis votre point de vue. Est-ce qu'on parle de votre personne, de vos expériences, ou est-ce qu'on parle du monde, du temps, de l'être humain en général, de Dieu, de l'univers, etc. Si la réponse est vraiment tout, vous, le monde, l'univers, Dieu, la conscience collective des chats, et tous les plans de tout ce qui existe, tout ce qui n'existe pas, inerte au mouvement, vous avez affaire à une approche totalisante. Sachez-le. Donc en fait, elle va vous apporter des réponses toutes faites. Vous n'aurez pas besoin de réfléchir. Ensuite, dans le terme utilisé, qu'il soit vibration, symbole, amour ou que sais-je, cherchez à comprendre également ce qu'il recouvre précisément. C'est-à-dire, on tente de vous apprendre des choses, tentez de les comprendre de votre mieux. De quelle sorte de symbole, de quelle sorte de vibration, de quelle sorte d'amour ou de lumière on parle. Et si on vous demande de ne pas être trop rationnel à ce moment précis, où vous essayez de comprendre cette conception globalisante, vous êtes en présence d'une pensée dogmatique. Et même si on a tout un discours derrière, nous ne sommes pas dogmatiques, sachez que c'est faux. Je reviendrai sur cette notion de dogmatique. Je n'ai rien contre les dogmes, à condition qu'ils soient en effet assumés pour ce qu'ils sont. J'y reviendrai, je vous dis, un peu plus tard. Si vous avez des questions et n'obtenez pas de réponse immédiate ou du moins précise ou satisfaisante pour vous, peut-être en saurez-vous au passage en tout cas davantage sur les personnes qui vous communiquent tout cela, plus que sur la doctrine qu'ils tentent de communiquer. Et à partir de là, vous aurez des éléments pour mieux vous repérer sur le plan humain, sur le plan doctrinal et autres. Et donc vous aurez peut-être des décisions à prendre. Autre chose, si l'on vous dit que tout ce dont il est question en fait, c'est de la science ou de la religion, tâchez de vérifier ces assertions-là auprès des instances des religions concernées ou des mouvements scientifiques connus. C'est selon. Pour avoir des avis ne serait-ce que différents par rapport à ce qu'on vous dit, et ensuite faites-vous une idée plus pondérée. Vous pourrez certainement par la suite avoir une attitude plus équilibrée. Vous éviterez par exemple de passer pour un perroquet prétentieux débitant des platitudes, par exemple. Parfois, vous savez, le simple bon sens fait des merveilles. Le dernier entretien lié à l'hypersensibilité portera sur un ensemble d'attitudes liées à la vie quotidienne, dont vous pourrez vous inspirer pour aménager l'hypersensibilité. Et par la suite, on se donnera d'éléments de discernement plus précis au fur et à mesure du développement de cette chaîne. Au fait, tant que j'y suis, pensez à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air et à partager ce contenu si ça vous plaît, évidemment. Alors, pour conclure, on le voit, le chemin de l'hypersensibilité peut vous mener quand même assez loin. On a vu la pratique les dernières fois, on a vu la théorie aujourd'hui.
Vous avez cherché à explorer votre réceptivité en la pratiquant, vous avez tenté de lui trouver des explications dans des domaines liés, qui est peut-être caché ou invisible, et finalement, il est possible que vous soyez déçu. La prochaine fois, nous verrons pourquoi et comment ces parcours peuvent en fait se retourner contre vous quand vous êtes hypersensible, et nous verrons des causes possibles, mais également des causes qui peuvent venir se surajouter à votre hypersensibilité et l'amplifier considérablement. À bientôt! Allez, salut!